C'est lancé? Bonjour, bonsoir, chers candidats au CRPE, chers élèves d'objectifs CRPE, bonjour et bienvenue pour ce live où on va essayer de passer dans la peau d'un examinateur de français du CRPE. Vous et moi, nous allons essayer de nous glisser dans la peau du membre du jury et c'est une chose très importante à faire, ça, croyez-en, ma vieille expérience de candidat d'abord, puisque j'ai moi-même été à votre place, non pas tout à fait à votre place, parce que j'ai jamais passé le CRPE, mais j'ai déjà passé des concours, j'en ai passé deux, j'ai passé le concours d'HEC, j'ai passé l'agrégation de lettres modernes, et dans les deux cas, j'ai été reçu dans les premiers, et j'attribue pas cette réussite à une intelligence exceptionnelle ou quoi que ce soit, mais simplement à une très bonne préparation, et ça c'est la première chose, et c'est aussi pour ça que je fais ce métier et qu'avec Objectif CRPE, je suis heureux de rendre un peu ce qui m'a été donné quand j'étais moi-même en prépa et je remercie mes vieux maîtres et qui m'ont formé en prépa. J'ai passé ces deux concours, je les ai réussis à cause d'une très bonne préparation donc, mais aussi je pense d'une très bonne compréhension des attentes du jury. Et je pense que c'est mon premier secret que j'aimerais vous donner sur la réussite des concours et du CRPE en particulier, c'est qu'elle repose beaucoup sur votre capacité à comprendre ce que les jurys du CRPE attendent de vous exactement et à vous conformer à ces attentes. Donc on va parler aujourd'hui des attentes du jury, on va essayer de comprendre ce qu'ils attendent de vous et en particulier comprendre ce qu'attendent de vous les correcteurs de l'épreuve de français. Alors, n'hésitez pas à me dire bonjour dans le chat parce que pour l'instant je me sens un peu seul. Je vais quand même rafraîchir Facebook parce que ça me surprend que personne ne daigne me saluer. On y va. Voilà, normalement, ça va revenir. Ok, pas de commentaires pour l'instant pour moi. Si, Marie, merci. Marie me dit bonjour. Noémie aussi, ça arrive, ça y est, je me sens moins seul. Merci et bonsoir à tous. Il y a un peu de décalage, c'est pour ça, tout va bien. Alors, j'étais en train de vous raconter ma vie, mine de rien. Je vous racontais ma vie pour vous dire que je pense devoir ma propre réussite en tant que candidat au concours à une bonne compréhension de la mentalité du jury et de ses attentes. Mais je suis depuis passé de l'autre côté de la force, puisque je suis devenu enseignant, que j'ai du coup corrigé des milliers de copies dans ma carrière d'enseignant, des milliers de copies de concours en tant que membre du jury dans d'autres concours que le CRPE. J'ai jamais moi-même été membre du jury du CRPE, et c'est ce qui permet d'ailleurs de vous en parler ce soir en toute liberté, mais j'ai été membre de divers jurys, j'ai également corrigé des milliers de copies en tant que prof en prépa, et c'est à ce titre que je pense pouvoir vous aider à pénétrer la psychologie du correcteur, et cela d'autant mieux que j'ai interviewé évidemment des dizaines de membres du jury du CRPE qui font partie de l'équipe d'Objectif CRPE et qui m'ont dit ce qui se passait dans leur tête et comment ça se passe exactement quand on corrige une copie de concours. Alors des copies de concours, ça tombe bien, on en a une magnifique aujourd'hui et je remercie tout particulièrement Marie de nous avoir autorisé à faire ce live avec sa copie. C'est une copie du concours 2017. Marie, elle était candidate l'année dernière au concours dans l'Académie de Rennes et c'est sa copie qu'on va examiner. On en regardera d'autres aussi parce que j'ai reçu in extremis quelques copies qu'on pourra évoquer. J'ai reçu la copie d'Hélène, la copie de Vincent, j'ai reçu la copie de Gaël et on en dira aussi quelques mots durant ce live, mais on va principalement s'intéresser à la copie de Marie et en particulier à l'analyse, première partie de l'épreuve, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à dire sur l'analyse et cela dit, je vous rappelle que l'épreuve de français, c'est 3 parties, l'analyse c'est 11 points. Il ne faut pas négliger évidemment la grammaire et j'en profite pour vous dire que vous pourrez vous entraîner sur la partie grammaire de ce sujet de 2017 puisqu'on vous a préparé un très joli corrigé. J'ai demandé à Thomas, que certains d'entre vous connaissent, de vous préparer le corrigé de la partie 2 grammaire. Donc vous pourrez vous entraîner sur cette deuxième partie et télécharger le corrigé de la partie 2. On va vous donner le lien dans le chat et dans la description de l'événement.
Voilà, écoutez, je crois qu'on va se lancer. On va examiner cette copie et on va essayer de l'examiner à travers les yeux du correcteur. Mais pour ça, il faut, pour commencer, se demander un tout petit peu qui est le correcteur. Et je vous pose la question pour commencer, qui est le correcteur qui va corriger votre copie de français et d'ailleurs votre copie de mathématiques? Est-ce que ce sont les mêmes correcteurs en français et en mathématiques? Est-ce qu'ils sont différents? Qui sont-ils? Quel est leur métier? Quelle est leur fonction dans la vie? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Comment ça se passe exactement? Combien de temps ils y passent? Quand est-ce que ça se déroule? Tout ça, c'est des questions importantes. Il faut se les poser pour se mettre vraiment dans la peau du correcteur. Donc, quand ça se déroule, ben ça, vous le savez, ce sera au printemps, à un moment où il fera beau, où les oiseaux chanteront et la nature sera en plein réveil. Et à ce moment-là, donc, les correcteurs vont devoir passer du temps à corriger votre copie. Alors, je vois des choses qui arrivent dans le chat. Bonjour Cindy, toujours heureux de retrouver les élèves d'Objectif CRPE. Donc Cindy me parle d'une double correction et je te le confirme Cindy, très bonne info, tu as raison. Les correcteurs vont se mettre à deux pour corriger votre copie, d'accord? La copie de français fera toujours l'objet d'une double correction au CRPE. Et en effet, comme le dit Aurélie, le binôme classique, c'est un... ah non, pardon, Aurélie me dit un PE et un prof du second degré. C'est pas du tout vrai. Vous ne serez pas corrigé par des PE. Vous ne serez pas corrigé par des professeurs des écoles. Vous serez corrigé, le tandem classique, c'est un conseiller pédagogique ou un inspecteur, un représentant en tout cas du premier cycle qui va vous... qui sera dans un tandem, dans un binôme, avec un prof du secondaire. Ça, c'est le schéma classique. Un prof du secondaire et un conseiller pédagogique ou un inspecteur qui vont corriger votre copie, se mettre à deux, former un binôme. Un binôme, ça veut dire que s'ils ne sont pas d'accord, si les notes qu'ils vous mettent sont différentes, il y aura une harmonisation. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas plus de 2 points d'écart entre les notes des deux correcteurs. Et donc, s'il y a moins de 2 points d'écart, on va aller se mettre sur la note supérieure. S'il y a plus de 2 points d'écart, les deux correcteurs vont se parler, se discuter, se concerter pour se mettre d'accord. Donc, ça, c'est une première chose très importante. Qui est le correcteur? C'est soit un prof du secondaire, soit un conseiller pédagogique ou un inspecteur, et les deux n'ont pas exactement, évidemment, la même mentalité, les mêmes attentes, les mêmes compétences. Le prof du secondaire, il sera forcément beaucoup plus pointilleux sur les parties 1 et 2 de l'épreuve de français, l'analyse, la grammaire, il sera sans doute moins au fait de la didactique, et il va l'évaluer avec compétence aussi, parce qu'il est quand même pédagogue lui-même, mais sans doute avec moins de connaissances techniques. Le conseiller pédagogique, inversement, sera peut-être plus indulgent sur l'analyse et la grammaire, mais plus exigeant en didactique probablement. Mais quoi qu'il en soit, vous avez cette double correction. C'est d'ailleurs pour ça que chez Objectif CRPE, vos correcteurs sont recrutés parmi ces deux profils, les conseillers pédagogiques ou inspecteurs d'un côté, les professeurs du secondaire de l'autre. Alors Clémence, bonjour Clémence, ravi de te retrouver ce soir, demande s'il y a une commission d'harmonisation des notes, et la réponse est oui. En fait, ça commence par là, d'accord? Ils vont être convoqués, tous les membres du jury, professeurs du secondaire, conseillers pédagogiques et inspecteurs, pour une grande réunion de travail qui peut durer à peu près une demi-journée, et lors de laquelle ils vont essayer de s'harmoniser, d'accorder leur violon pour avoir tous à peu près les mêmes attentes et le même niveau d'exigence. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont corriger tous ensemble une copie témoin prise au hasard dans le paquet, et puis ensuite ils vont se mettre en binôme. Ils n'ont pas choisi leur binôme, mais il y a des binômes qui sont formés, et ils vont travailler ensemble sur quelques copies, 5 copies, pour accorder leur violon. Et puis ensuite, chacun repart chez soi dans certaines académies, parce que dans certaines académies, les copies sont complètement dématérialisées, donc la correction va se faire pour le correcteur à la maison, et dans d'autres académies où les copies ne sont pas encore dématérialisées, on reste sur place dans le centre de correction et on va passer 2 jours, par exemple, à corriger des copies. Alors, combien de copies corrige-t-il, à votre avis, lors d'une session de correction? On peut se poser la question. Alors là encore, c'est variable d'une académie
à l'autre, mais on corrige souvent une trentaine, une quarantaine, parfois une cinquantaine de copies. Et j'en arrive à des questions qui sont très importantes. Qu'est-ce que doit faire le correcteur sur chaque copie? Au fond, qu'est-ce qu'on attend de lui? Quel est son rôle? Quelle est sa mission par rapport à cette copie? C'est pas du tout la même mission que celle qu'on a, nous, profs d'objectifs CRPE et correcteurs d'objectifs CRPE, et qui sont donc les mêmes en grande partie, mais c'est pas du tout la même mission quand dans le cadre de la prépa, on corrige votre copie pour vous essayer de vous faire progresser, vous montrer ce qui va et ce qui ne va pas. Eux, lorsqu'ils sont en position de membres du jury du CRPE, leur seule mission, c'est une mission d'évaluation. On cherche à évaluer vos compétences et votre aptitude à devenir un bon professeur des écoles. On cherche à écarter aussi probablement les candidatures dont on voit directement qu'elles posent un gros problème. Alors sur quels critères est-ce qu'on va vous évaluer? Quels sont les critères qui vont permettre aux correcteurs justement d'écarter les cas qu'ils jugent vraiment disqualifiés d'office? C'est évidemment un critère intellectuel. C'est pour ça qu'on vous fait cet exercice d'analyse. Est-ce que vous êtes capable de comprendre des textes? Quelle est votre capacité d'analyse? Parce que évidemment, on ne confie pas des classes et des enfants à quelqu'un qui n'est pas capable de comprendre la finesse d'un texte et de la restituer. Mais c'est également des aptitudes, je dirais, verbales ou linguistiques, c'est-à-dire votre capacité à manier la langue française de façon correcte, hein, je ne parle pas de virtuosité, vous n'êtes pas des écrivains, etc., mais vous êtes de futurs PE, dont vous vous devez d'avoir une expression écrite aussi correcte que possible. Et puis la troisième série d'aptitudes qu'on va essayer de sentir et de mesurer, c'est les aptitudes pédagogiques, d'accord, et qui vont évidemment être évaluées, notamment sur la partie didactique, la partie 3 de l'épreuve. En tout cas, on va essayer de vous évaluer sur ces 3 critères, et le seul but, c'est de mettre une note qui soit un juste reflet de la valeur de votre candidature, d'accord? Et croyez-moi, les gens qui vont lire vos copies sont des gens extrêmement sérieux, qui vont pas du tout faire ça par-dessus la jambe et qui prennent très au sérieux leur mission de recrutement des futurs professeurs des écoles. Et donc, ils vont passer un certain temps sur votre copie. Ils vont pas passer autant de temps sur votre copie que quand ils sont dans un contexte de prépa, où là, on a des correcteurs chez Objectif CRPE qui passent 3/4 d'heure, parfois 1 heure, parfois plus, sur une copie parce qu'on veut vous indiquer plein de choses, etc. Mais là, dans le cadre du CRPE, le seul objectif, c'est d'évaluer et de mettre une note. Et d'ailleurs, on n'attend pas du correcteur qu'il annote la copie. Donc, il n'y aura aucune annotation. Vous remarquez, si je vous remontre la copie de Marie qu'on va étudier ce soir, vous verrez qu'il n'y a strictement aucune annotation sur la copie. Il y avait juste une chose qui a été masquée à ma demande parce que je ne veux pas pourrir le live en vous donnant d'emblée la note. D'accord? Donc on a masqué la note de façon vicieuse, mais je vous la donnerai, rassurez-vous. Je vous dirai combien a obtenu Marie comme note, mais il n'y a strictement aucune annotation, aucun commentaire, aucune justification de la note. Hein. Vous voyez, pas d'appréciation du correcteur, il y a pourtant une zone qui est prévue pour, mais parce que c'est comme ça. Ce qu'on attend du correcteur, c'est uniquement une note sèche. Il y a juste un cas où, en fait, où on va attendre davantage de lui, c'est s'il décide de mettre une note disqualifiante, une note inférieure à 10, je parle sur 40 évidemment, hein, on est au français en CRPE, donc épreuve notée sur 40, une note inférieure à 10 entraîne nécessairement une justification, souvent même une discussion entre les deux membres du binôme, parce que c'est évidemment une décision lourde de conséquences de mettre une note éliminatoire, mais la plupart du temps, le but du jury, c'est juste de mettre une note sèche et de le faire en étant aussi juste que possible. D'accord? Donc, combien de temps finalement va-t-il passer sur une copie, notre membre du jury, d'après vous? Combien de temps est-ce qu'on peut s'attendre à avoir de la part du membre du jury? Alors, Clémence demande, je vais écouter vos réponses, mais Clémence demande si les correcteurs d'objectifs CRPE ont la même exigence
pour vous que lors du concours? Et là, Clément, je te réponds clairement oui. C'est-à-dire que j'ai donné personnellement des consignes aux correcteurs d'objectifs CRPE pour qu'ils ne vous fassent pas de cadeaux. On n'est pas là pour vous brosser dans le sens du poil et vous dire oui, oui, vous êtes formidable, vous allez l'avoir et que le jour J, vous voteriez. Donc ce sont des correcteurs qui sont expérimentés, qui ont l'habitude de voir passer les copies de concours et qui vont vous évaluer avec le même niveau d'exigence que celui qu'ils pratiquent au concours. Voilà, j'espère que c'est une réponse suffisamment claire. Alors, Mélanie, oui, Mélanie, tu dis 20 minutes. 20 minutes en moyenne sur une copie. 30 minutes, dit Aïcha, et les deux sont assez justes. On est dans ces eaux-là, hein, pour avoir interviewé beaucoup de membres du jury, on est dans ces eaux-là, 20 minutes, 30 minutes pour corriger la copie, et vous voyez que c'est donc très sérieusement que sera fait ce travail d'évaluation. Alors, comment sera-t-il fait ce travail? On entre un peu dans le dur, pardonnez-moi pour cette longue intro, mais on va regarder la copie et on va essayer de le faire en se mettant dans la peau du correcteur. Donc, je vous rappelle que c'est le printemps, que les oiseaux chantent, qu'il fait beau, mais vous avez cette lourde tâche de correction de copie. Vous ne le faites pas pour l'argent parce que c'est payé une misère, vous le faites pour la gloire et parce que c'est votre mission de recruter les futurs PE et c'est une magnifique mission. Et donc, vous piochez la copie suivante du paquet si ce n'est pas dématérialisé. Sinon, vous ouvrez sur votre écran la copie suivante du paquet et vous tombez là-dessus. Vous tombez là-dessus et pour commencer, ce que vous faites, c'est que vous ne lisez pas la copie. Vous ne la lisez pas vraiment parce que le premier contact, c'est pas la lecture. Le premier contact, il est purement extérieur. C'est exactement comme à l'oral, hein. Ce sera aussi très important à l'oral, la façon dont vous allez entrer dans la salle, dont vous allez vous présenter, vous asseoir, vous tenir devant les membres du jury. Ce sera votre image qui commencera à imprimer la conscience du jury et elle détermine en grande partie la note finale que vous aurez. Donc beaucoup de choses se jouent dès ce premier contact, ce tout premier contact avec la copie. Et là, vous pouvez me dire hein, dans le chat ce que vous pensez au premier regard. Sur un plan purement, je dirais, formel, extérieur, esthétique, si on regarde l'écriture, par exemple, est-ce que l'écriture vous paraît agréable? Est-ce qu'au contraire, elle présage d'une lecture difficile? Eh bien moi, c'est une écriture qui me paraît tout à fait agréable, elle est propre, elle est lisible, il n'y a pas de pâté, il n'y a pas de gros pâté de Tipex ou pas de rature, donc c'est une copie qui est extrêmement soignée, d'accord? Il y a des petites choses peut-être qui ne sont pas parfaites, ici on a effectivement un petit embrouillamini, ici un petit mot qui se balade, qui n'est pas dans la ligne, mais c'est quand même globalement très propre. D'accord? Donc ça, c'est agréable. Et là, je me dis, tiens, chouette, c'est peut-être une bonne copie. Ça ressemble plutôt à une bonne copie, comme vous l'avez relevé dans le chat, hein, propre, bien écrit, bien présenté. C'est plutôt bien. On a en plus une très bonne maîtrise de la mise en page. Hein, j'en profite pour voir qu'il y a des alinéas au début de tous les paragraphes. Ce que je vais regarder aussi pour toujours les critères extérieurs, c'est si elle a tout fait. Je vois qu'elle a une analyse qui me paraît bien finie, puisque je lis tout de suite ici, hop, ainsi c'est la conclusion, donc elle a bien fini son analyse. Elle a une deuxième partie qui a l'air relativement légère en termes de justification, mais qui est complète, hein, puisque je sais que j'avais mes 3 questions, je les retrouve, c'est une partie grammaire qui a l'air d'être traitée assez rapidement, mais qui est faite, et j'ai ma 3e partie, première question, deuxième question, 3e question, 4e question. Tiens, là, je me dis, la 3e question, Marie, c'est un peu léger, c'est même très léger, et je commence à subodorer un léger problème de gestion du temps parce que, à mon avis, cette didactique, elle a été un petit peu sacrifiée sur l'autel de l'analyse, ou en tout cas ce serait intéressant, Marie, si tu nous regardes, que tu nous dises comment tu as géré ton temps pendant cette épreuve, mais je vous le rappelle, l'un des grands pièges de l'épreuve écrite de français, c'est la gestion du temps et c'est le fait de consacrer trop de temps à la première partie d'analyse qui est effectivement très chronophage, mais il
faut éviter ce piège et ne surtout pas consacrer plus de 2 heures, hein, pour donner un repère simple, pas plus de 2 heures sur l'analyse. Là, possible que Marie ait eu moins de 2 heures pour faire la grammaire et la didactique, ou 2 heures en tout cas. Elle a probablement mal exploité son potentiel en didactique, et il y avait quand même 13 points à prendre en didactique. C'est pas avec une rédaction aussi light, et encore, j'ai pas lu le texte, mais j'ai pas besoin de le lire. Je sais que cette 3e question, par exemple, elle est révélatrice d'un survol du sujet de didactique, au moins pour la 3e question. Alors là, je suis toujours sur le repérage extérieur et une fois que je me suis dit que je tombais sur probablement une assez bonne copie puisqu'elle est achevée, qu'elle est bien écrite sur le plan de la graphie, qu'elle est à peu près au bon format, je vais attaquer l'analyse. Et je n'attaque pas forcément là non plus directement la lecture parce que nous autres profs, on aime bien pratiquer un petit peu un repérage pour essayer de comprendre comment elle est fabriquée, cette analyse. Et ce que je vois d'abord, c'est que le format est pas mal. On a quoi 3 pages, première page, deuxième page, troisième page, 3 pages et demie. Donc c'est un format qui est tout à fait correct pour l'analyse. On n'a pas forcément besoin de faire plus long. Ne croyez pas qu'on ait besoin de faire plus long. J'ai une intro qui est assez mastoc, hein. Elle est longue, l'intro. Et puis après, ce que j'aime bien, c'est qu'avec cette mise en page très rigoureuse, je décrypte très facilement la structure de la copie, son architecture. J'ai une première partie qui commence donc ici, avec un petit paragraphe introductif, une première sous-partie ici, une deuxième sous-partie qui commence là, saut de ligne ici qui me permet de comprendre que ça, c'est le passage à la deuxième partie, avec un petit paragraphe introductif à nouveau, c'est très bien. Première sous-partie, deuxième sous-partie, et saut de ligne avant la conclusion. Donc ça, c'est très bien parce que je vois là une candidate qui a su structurer une analyse exactement comme on l'attend et je sais que je vais avoir une structure apparente, claire, lisible. Donc c'est une très bonne chose. Attention à ça, hein. On va la lire cette copie, mais comme je vous ai promis d'aller aussi regarder un petit peu les copies des autres, je voudrais regarder ce que donnent les autres copies sur le plan de l'analyse extérieure. Ça c'est le sujet, mais on le regardera tout à l'heure quand on parlera du fond. Pour l'instant, c'est que de la forme, c'est que de l'esthétique, c'est que de la cosmétique, mais c'est très important l'esthétique de la copie, la cosmétique de la copie, ça compte beaucoup. Alors, regardons un peu ce que donne justement sur ce plan-là la copie d'Hélène. Vous pouvez me donner en commentaire vos impressions. N'hésitez pas, et on le fait évidemment dans un esprit de bonne camaraderie et de sympathie et de confiance mutuelle, mais dites-moi un peu ce que vous pensez de cette copie, toujours sur le plan purement extérieur, le plan de la graphie. Moi déjà, Hélène, pardon, mais on est là pour se mettre dans la peau du correcteur, et je te le dis franchement du coup Hélène, les choses comme ça, on n'aime pas. On est un peu psychorigide, j'avoue, on est un peu relou, mais ça fait très mauvais effet. Et on n'a pas envie, de la part d'un futur PE, on n'a pas envie de voir ça. On a envie de voir quelqu'un qui saura présenter des choses très propres, que ce soit au tableau ou ailleurs. La présentation, c'est important. Donc, un signe de ponctuation comme ça, par exemple, je ne connais pas. Les oublis comme ça, c'est pas terrible du tout. Les choses comme ça, c'est pas bon. Donc comment est-ce qu'on évite ça? On évite ça en changeant de matériel, évidemment. Et c'est quelque chose que vous pouvez envisager. Alors plus ou moins sérieusement, selon que vous passez le concours en 2018 ou en 2019. Mais si vous êtes candidat au concours 2019, essayez de passer au stylo plume et à l'effaceur. C'est quand même un matériel qui a fait ses preuves et qui fait toujours plaisir au correcteur, hein. Moi, je peux vous dire, en tant que correcteur, quand j'ai une copie écrite au bic, c'est le cas aussi de la copie de Vincent qu'on voit ici, ça me fait moins plaisir qu'une copie écrite au stylo plume. Ça, on pourrait croire que c'est écrit au stylo plume, mais alors c'est la couleur noire, hein. Chez Gaël, on a le choix du noir
qui n'est pas spécialement indiqué parce que le noir, bah, ça veut dire à nouveau typex, hein, donc c'est moins bien qu'un bon stylo plume bleu avec l'usage de l'effaceur. Évidemment, si vous n'avez jamais écrit au stylo plume et que tout ça vous paraît complètement fou parce que vous passez le concours dans quelques semaines et que c'est un changement d'habitude qui est trop compliqué, dans ce cas, je vous demanderai juste d'être beaucoup plus concentré pendant l'épreuve pour éviter des choses comme ça, parce que je vous assure qu'elles mettent le correcteur dans de mauvaises dispositions. Sur le plan de l'écriture, bon, celle-là, elle est lisible. Celle-là, un peu moins déjà, elle a quelque chose de moins régulier qui la rend un peu moins lisible. Je remarque aussi ici qu'on a un problème avec la mise en page, puisque j'ai des retours à la ligne sans alinéa. Mais ça, je suis désolé, mon cher Vincent, je crois que c'est toi, ça n'existe pas, d'accord? Un retour à la ligne sans un alinéa, ça n'existe pas, c'est un non-sens en termes de mise en page. Donc l'unité de base de votre copie, c'est le paragraphe, et tout paragraphe commence par un alinéa. Qu'est-ce qu'il y a? Donc ça, ouais, voilà, c'est dommage parce que ça rend l'architecture du coup beaucoup moins claire, hein. Je remarque que je crois comprendre qu'il y a quand même l'utilisation, et c'est une bonne chose, Vincent, de la technique du paragraphe introductif pour commencer une partie ici. Et ensuite, je vais trouver ma première sous-partie, ma deuxième sous-partie, et là la conclusion. Mais ce serait plus clair avec les alinéas. Voilà, ici j'ai une écriture qui est très agréable, très propre, très lisible, très régulière. C'est très bien cette copie, Gaël, du point de vue de la graphie. Allez, on va attaquer la lecture quand même, parce que là, je vous surjoue le truc, mais le correcteur, je vous rassure, il va vous lire, hein, il ne va pas juste faire une notation esthétique, il ne va pas juste faire la notation voilà, graphologique, comme je l'appelle, mais je vous assure qu'elle compte beaucoup. La notation graphologique se trompe rarement. Souvent, le correcteur va se faire une première idée du coup de la note, surtout sur l'analyse, parce que là, à partir du moment où il va commencer sa lecture, son obsession, ça devient, ok, c'est combien de points sur 11? J'ai 11 points à donner sur l'analyse, ça vaut combien? Est-ce que c'est un 7? Est-ce que c'est un 8? Est-ce que c'est un 9? Et c'est quelqu'un qui a une grande conscience professionnelle, je vous le redis, donc il ne veut pas se gourer. Donc est-ce que c'est un 6? Est-ce que c'est un 5? Et là, d'emblée, moi je me dis, je suis dans la bonne partie. C'est probablement, je ne sais pas si c'est un 8, ou si c'est un 9, ou si c'est un 7, etc. Mais sur une notation purement extérieure et graphologique, je me dis, ça sent bon. Ok, je me dis ça sent bon et je commence à lire et on va lire ensemble. On y vient. Quand nous parlons des événements dont nous avons été témoins... Ah, juste un truc quand même, pardon, excusez-moi. Dites-moi d'ailleurs s'il y a quelque chose qui vous choque dans ce tout premier début de phrase qu'on vient de lire ensemble, mais je voudrais juste revenir un instant au sujet, d'accord? Parce que quand même c'est important que tout le monde l'ait en tête. J'espère qu'il y en a qui ont travaillé, mais d'autres n'ont pas travaillé, je le sais. C'est pas grave, vous êtes tous les bienvenus, mais le sujet c'était quoi? À partir des textes du corpus, préambule classique, vous vous interrogerez sur la manière dont se construit la relation entre mémoire et histoire. La manière dont se construit la relation entre mémoire et histoire, vous voyez que en 2017, il s'agissait donc dans l'un des trois groupements d'un sujet binaire, et à vrai dire, il s'agissait dans deux des trois groupements d'un sujet binaire, puisque vous avez dans un autre groupement d'académie un sujet sur les relations entre monstruosité et humanité, que d'ailleurs je vous invite à regarder aussi. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, travailler l'analyse de ce deuxième sujet, parce que je referai un live de corrigé de l'une de vos copies ou de quelques-unes que j'aurai sélectionnées sur ce deuxième sujet, monstruosité et humanité. Notez-le dès maintenant et n'hésitez pas à nous envoyer vos copies sur contact@objectif-crpe.fr. Donc le sujet c'était ça, un sujet binaire comme 2 fois sur 3 l'année dernière, d'accord? Je ne suis pas en train de dire que le sujet sera forcément un sujet binaire cette année, je dis juste que le sujet binaire qui demande d'examiner la relation entre deux concepts, entre deux notions, il est tombé 2 fois sur 3 l'année dernière, il est tombé plutôt 35 à 40% des fois en moyenne sur les 14 sujets de référence du CRPE, donc il est plutôt minoritaire par rapport au sujet mono-question, mais il est quand même relativement fréquent, il est tombé 2 fois sur 3 l'année dernière. Ok, donc ce sujet binaire, comment notre amie Marie
L'a-t-elle travaillé? On va lire sa copie et vous allez me dire donc s'il y a quelque chose qui vous choque dans cette première phrase, hein, j'en étais là. Quand nous parlons des événements dont nous avons été témoins par le biais des médias essentiellement avec nos proches, nous nous apercevons souvent que nos perceptions diffèrent. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a choqué? Le nous, l'utilisation du nous, non, c'est pas ça qui me choque. Moi, je suis comme Laetitia, je suis comme Christelle et Sarah et peut-être d'autres qui ont bien remarqué l'erreur orthographique très violente, qui fait très mauvais effet dans une phrase 1. Toutes les phrases doivent être soignées, mais alors en particulier, croyez-moi, la première phrase, c'est le premier contact que le correcteur aura avec vous, après le contact physique dont on a déjà parlé. Et donc ici, cette faute-là, elle est vraiment dommage. Pardon, c'est du vert ça. Alors je suis daltonien, il faut que je vous dise que je suis daltonien. Donc si parfois vous me voyez m'embrouiller entre le rouge et le vert, mettez-le sur le compte du daltonisme. Ça, c'est une horrible faute. On est d'accord? Parce que c'est le verbe être. Le verbe être, vous devez savoir le conjuguer, mes chers amis. Si vous voulez être PE, il faut savoir conjuguer le verbe être. Et notamment, dites-moi le temps qu'on a ici et expliquez-moi pourquoi c'est effectivement une horreur de mettre un S ici à été. Oh là 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 là. J'ai des questions. Je vais répondre à un maximum de questions ce soir. Je vais tout donner, mais je ne réponds pas tout de suite parce qu'il faut que j'avance un tout petit peu. Dont nous avons été témoins. Donc, le verbe être au passé composé, puisque c'est ça, il se conjugue avec l'auxiliaire avoir hein, qu'on a ici, avons, et il se conjugue du coup comme n'importe quel verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir. On ne va pas l'accorder ni avec le sujet qu'on voit ici, ni avec ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Témoin, vous pouvez me le dire dans le chat peut-être ce que c'est que le mot témoin en termes de nature ou classe de mots, hein, mais on dira l'un ou l'autre au CRPE, vous verrez dans les consignes, c'est parfois nature, parfois classe. En termes de fonction également, qu'est-ce que c'est? En tout cas, aucune raison d'accorder été avec témoin non plus. Je réponds juste à l'une d'entre vous qui me demande ce que c'est qu'un sujet binaire. Un sujet binaire, c'est un sujet qui ne porte pas sur une notion. Exemple, sujet sur l'institution muséale, ça c'est une seule notion. Ou bien sujet sur l'éducation des filles, une seule notion, un seul thème. Mais un sujet qui porte sur deux thèmes et qui vous demande d'examiner les relations entre ces deux thèmes, mémoire et histoire. Ou bien monstruosité et humanité. On ne peut pas dire qu'il y a un thème, il y a deux thèmes et le problème, ça va être de les mettre en relation et d'examiner leurs relations, c'est ce que vous demande la consigne. Je ne sais pas si ceux d'entre vous qui nous ont rejoints dès le début se souviennent du sujet du premier concours blanc, mais j'espère que c'est le cas, qui portait sur violence et vivre ensemble, sujet binaire. Voilà ce que c'est qu'un sujet binaire. Donc merci à Fangel, je ne sais pas comment se prononce ton nom, mais qui me dit qu'il s'agit d'un attribut du sujet et non pas COD comme j'ai pu le lire chez Laetitia, Juliette, Alexandra. Attention les filles, le COD c'est pas possible après le verbe être. Hein. Le verbe être n'aura pas de COD, mais il peut avoir un attribut du sujet, comme c'est le cas ici. Et en tout cas, le participe passé ne va pas s'accorder avec l'attribut du sujet, certainement pas. Donc, été, et. Voilà, j'ai été un peu long, mais on va dire qu'on aura fait comme ça un peu de grammaire. Et surtout, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que c'est dommage d'avoir fait cette faute sur la première phrase. Et ça m'empêche, en fait, d'en venir au fond de ce que vous voulez dire. Parce que j'ai une bande passante qui est limitée. Je suis quelqu'un dont le temps aussi est limité. Et je suis souvent un peu programmé pour m'arrêter sur les fautes d'orthographe, buter sur elles et cesser d'être, lorsque je tombe sur ces erreurs dans un esprit de compréhension, etc., pour me dire « Ah, aïe, aïe, ça fait quand même mal pour quelqu'un qui veut devenir PE. » Donc là, je redescends ma note psychologique qui initialement, je vous avais dit « Ah, ça ressemble à un 8, ça ressemble à un 9 ». Ma note psychologique va redescendre d'un gros cran et dire « Ah, peut-être qu'en fait, c'était seulement un 5, peut-être que c'est un 6, peut-être que c'est même un 4, on va voir. On va voir la suite, mais cette erreur fait mal, cette erreur coûte cher. Et est-ce que ça valait le coup Pardon, mais je veux challenger l'idée
que beaucoup d'entre vous ont en tête, mais pardonnez-moi, je suis là pour ça, challenger l'idée qui veut qu'on commence toujours son analyse par une accroche ou une amorce. Vous appelez ça comme vous voulez, mais moi je vous invite à vous défier de cette pratique qui très souvent vous dessert. C'est le cas de Marie, elle aurait mieux fait de s'en passer franchement sur le fond. Quand nous parlons des événements dont nous avons été témoins par le biais des médias essentiellement, avec nos proches, nous nous apercevons souvent que nos perceptions diffèrent. Là, je ne suis toujours pas dans le sujet. J'ai aucun des deux termes clés du sujet. J'ai ni la mémoire, ni l'histoire. Alors, je vais quand même aller à la phrase 2. Et lorsque nous repensons à nos cours d'histoire de collège ou de lycée, il nous revient en mémoire, ouf, je respire un tout petit peu parce que j'ai enfin une explicitation du lien avec le sujet, quelques bribes de faits et de dates aussi parfois. Oui, j'ai la mémoire, mais j'ai pas l'histoire. D'accord? Et ça me gêne. Ça me gêne parce que, comme je l'ai dit à l'instant, ce n'est pas un sujet mono-question, c'est un sujet binaire. Et donc, c'est très bien d'avoir mis la mémoire. J'aurais voulu qu'elle arrive beaucoup plus tôt, dès la première phrase. Et il manque le deuxième terme clé du sujet, qui est l'histoire. Et de manière générale, pour moi, toute cette accroche, elle est superflue. Toute cette amorce, elle dessert le candidat, ou ici la candidate, plutôt qu'autre chose. Et moi, je supprimerais volontiers tout ça pour en arriver directement ici, c'est-à-dire à la présentation du corpus. En fait, quel est le rôle essentiel d'une introduction? C'est de présenter le corpus d'abord, puis la problématique que vous allez essayer de résoudre à travers votre analyse, et enfin, le plan, la structure de votre analyse. D'accord? C'est ça une intro. Une intro d'analyse, c'est trois choses, je le redis, présentation du corpus, présentation de la problématique et présentation du plan. Et normalement, tout découle naturellement, chaque étape découle naturellement de la précédente, au sens où la présentation du corpus prépare l'expression de la problématique, parce que vous allez essayer déjà de manifester dans la présentation du corpus une compréhension du thème commun à ces différents textes, et puis le plan découle logiquement de la problématique, puisqu'un bon plan, il est cohérent avec la problématique à laquelle il essaye de répondre. Donc retenez bien ce conseil, on sacrifie l'accroche, l'amorce, et on attaque directement sur la présentation du corpus qu'on va lire ensemble maintenant. Le premier texte du corpus, reprenant la conclusion de Patrick Modiano lors de son discours de réception du prix Nobel de littérature en 2014, donc là, c'est plutôt pas mal, puisque j'ai bien déjà l'auteur, précédé de son prénom, ce qui me va très bien, notamment pour un auteur contemporain. Hein, on est en 2014, il a reçu le prix Nobel. J'ai bien le genre littéraire qui est ici un discours, et plus précisément, je comprends que c'est le discours de réception du prix Nobel. Et alors, ce que j'aime bien aussi, c'est que ça ne s'arrête pas là. Le premier texte du corpus, donc, montre la sensibilité du romancier à un devoir de mémoire. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien parce que c'est une sorte de synthèse du sens du texte et c'est rattaché au sujet puisque j'ai bien le mot-clé de mémoire qui est ici. Donc ça, c'est une très bonne phrase pour le coup. Et là, Marie remarque des points. Je commence à y croire à nouveau et je me dis, non, c'est pas un 5, c'est pas un 4, c'est peut-être un 6, un 7, allez, peut-être un 8, soyons fous. Donc ça c'est bien. Celui extrait du célèbre roman, ça j'aime moins, d'accord, parce que celui extrait, la juxtaposition comme ça du pronom incomplet, celui avec l'adjectif extrait, c'est pas terrible, on préférera dire simplement l'extrait du... Alors célèbre roman, non, c'est lourdingue ça, célèbre, vous savez, vous aurez que des auteurs célèbres ou presque, donc célèbre, c'est maladroit, ne faites pas ce genre de jugement de valeur ou petite remarque au passage, c'est quelqu'un de fameux, c'est quelqu'un de célèbre, non. De Louis-Ferdinand, tiens, il me manque ici un trait d'union, c'est dommage. Louis-Ferdinand Céline, alors là, ce qui est bien par contre, hein, c'est que j'ai effectivement à nouveau quand même les infos clés, c'est-à-dire le genre littéraire, c'est un roman, l'auteur qui est là, et j'ai le titre, et en plus il est très bien souligné.
souligné, comme se doit de l'être n'importe quel titre d'ouvrage, et il est souligné à la règle. Et là, je me dis, elle est bien cette candidate, elle me plaît, elle se sert de la règle. Le célèbre roman de Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, écrit en 1932. Alors en général, quand vous avez une date comme ça peut être bien de la mettre, mais ce n'est pas forcément la date d'écriture, hein, c'est le plus souvent la date de publication. Met en scène un dialogue entre le soldat Bardamu et son ami Lola. C'est pas mal de préciser que c'est un dialogue, de citer éventuellement les noms des personnages de cette scène. Idéalement, j'aurais voulu quand même qu'ici, tu rajoutes, Marie, un lien avec le sujet, que tu me parles de mémoire ou d'histoire dans cette évocation, mais tout ça très rapidement, de façon très synthétique, puisqu'il ne s'agit évidemment pas à ce stade de s'étendre. Le texte de Pierre Nora, Entre mémoire et histoire, issu de Les lieux de mémoire, tome 1, La République. Bon, là, on peut alléger, hein, on peut éventuellement alléger le texte, la présentation, même si on est content ici d'avoir peut-être le nom du texte ou du chapitre, puisqu'on a les deux termes du sujet, mais ça pourrait être fait de façon un peu différente, un peu allégée. En tout cas, il traite comme le titre, et ça, je vous le dis au passage, vous n'avez pas besoin de souligner ça, ou alors, enfin, si, c'est peut-être la suite du titre, mais dans ce cas, on ne va même pas la mettre entre parenthèses. Bref, ça pourrait être un peu allégé, ça. Traite, comme le titre l'indique, de sa perception des concepts de mémoire et d'histoire. Voilà. Alors du coup, c'est là qu'on aurait pu alléger en disant, comme l'indique le titre du chapitre, par exemple, de sa perception. Perception, c'est pas forcément le meilleur mot, mais sa compréhension des relations entre la mémoire et l'histoire. Et enfin, ou alors, on peut faire mieux, hein. Il y en a un de vous qui a fait mieux là-dessus, sur la phase de présentation du corpus. C'était pas ici, mais j'ai lu quelque chose d'intéressant. Voilà. Si je prends ici ce que me dit, je crois que c'est Vincent, si je prends ici, et je vais plutôt le mettre en vert, parce que comme je vous dis, je trouve ça pas mal, le troisième texte est extrait de Les lieux de mémoire, écrit par, c'est pas très lisible, mais c'est Pierre Nora quand même qu'on reconnaît ici. Idéalement, j'aurais aimé avoir une qualification du fait qu'il est historien. Ça, ceux qui mettent l'historien Pierre Nora, ils gagnent évidemment des points, mais il ne faut pas se gourer non plus, et donc il ne faut pas prendre trop de risques, mais dans lequel l'auteur oppose mémoire et histoire. Ce que j'aime bien ici, c'est que d'une façon très économique en termes de nombre de mots, hein, puisque c'est 3 mots, oppose, mémoire, 4 mots, oppose, mémoire et histoire. L'auteur oppose mémoire et histoire, c'est beaucoup plus riche que de dire il parle de la mémoire et il parle de l'histoire. On va déjà qualifier la relation entre ces deux entités, et le sujet porte là-dessus. Il vous demande d'analyser la relation entre mémoire et histoire telle que les auteurs l'aperçoivent. Donc vous voyez que cette phrase ici de Vincent, elle est très bien, je te félicite Vincent, parce que de façon très économique, encore en nombre de mots, tu vas qualifier la relation entre la mémoire et l'histoire à l'occasion de la présentation du corpus. Alors, on voit la dernière œuvre qui se trouve ici présentée, et enfin dans l'extrait de dialogue tiré du scénario du film Hiroshima, mon amour, écrit par Marguerite Duras en 1960, ça c'est correct, ça tient la route, on a tout, on a la date, on a le nom, on a le titre de l'œuvre, on a le genre, le scénario de film. Les personnages échangent au sujet des conséquences terribles du bombardement de la ville d'Hiroshima au Japon lors de la Seconde Guerre mondiale. Bon, c'est là que, vous voyez, il y a ce principe d'économie dont je parlais tout à l'heure au sujet de Vincent, qui est moins bien respecté ici, parce que cette phrase, elle est relativement longue, elle dit beaucoup de choses, mais elle dit rien de la relation de ce texte avec la question qui est au cœur du corpus. Et en ce sens, vous avez là une présentation du corpus qui est pas mal, d'accord ? Elle est pas mal, tout y est en apparence, mais elle est assez scolaire, au sens où vous avez chaque texte, chacun des 4 textes qui est présenté l'un après l'autre de façon juxtaposée. Il n'y a pas du tout pour l'instant de tentative d'organisation du corpus et de démonstration, simplement de mise en scène de la façon
dont le corpus est composé. On a un texte de romancier qui parle de la mission du romancier. On a un extrait de roman, par exemple. Il y a un rapport quand même entre le texte de Modiano et le texte de Céline. Donc il y avait peut-être des regroupements à faire, quelque chose d'un peu moins scolaire. Et puis surtout, on peut, dans cette phase de présentation du corpus, essayer d'amener un peu de matière, essayer de donner déjà un peu de corps, un peu d'idées sur le contenu argumentatif, en fait, que chaque auteur va apporter à la résolution de la question qui vous est posée et qui porte ici sur les relations entre mémoire et histoire. Et alors cette question, est-ce qu'on va la retrouver au niveau de la problématique? Après avoir parlé de l'analyse du corpus, on en vient à la deuxième étape clé de l'introduction qui est la problématique. Donc étape 1, présentation du corpus, étape 2, problématique, étape 3, annonce de plan, d'accord? Donc l'étape 2, c'est la problématique. Et on voit ici que Marie a fait un choix qui n'est pas forcément un mauvais choix, d'accord? Je pourrais le mettre aussi bien en vert que en rouge. En fait, ça dépend de beaucoup de choses. Mais en tout cas, Marie a fait le choix de reprendre de façon quasiment littérale le sujet dans sa problématique. De quelle manière se construit la relation entre mémoire et histoire? C'est une reprise assez littérale de la consigne du sujet qui disait « Vous vous interrogerez sur la manière dont se construit la relation entre mémoire et histoire ». Donc il n'y a pas de tentative ici de problématisation. Et pourquoi je vous dis que ça peut être un problème ou ça peut ne pas être un problème? Parce que le fait de reprendre comme problématique exactement la consigne du sujet, c'est sûr que c'est plutôt un motif de déception pour certains correcteurs, pas forcément tous, mais ça va être plutôt un motif de déception. Et quand on lit les rapports de jury, on se rend compte qu'ils le disent. Souvent, ils disent, bon, trop de candidats se sont un peu laissés aller à la facilité de reprendre le sujet comme problématique sans faire aucun effort de construction d'une problématique un peu décalée par rapport au sujet. Mais en même temps, c'est un choix qui peut être très raisonnable, parce que c'est peut-être grâce à ça que Marie a réussi à faire un devoir qui est complet, avec un format qui est à peu près respecté, et qui, comme je l'ai dit dès le début, ressemble plutôt à une assez bonne copie. D'accord? Donc ce n'est pas une obligation absolue d'aller faire un gros travail de problématisation, et le choix de reprendre tel quel le sujet dans sa problématique, ça peut être aussi un choix de prudence, qui vous permet de gagner du temps au niveau de l'élaboration, mais c'est sûr que c'est probablement quelque chose qui vous empêche d'accéder aux toutes meilleures notes, c'est-à-dire que en voyant ça, je me dis, bon, elle n'aura pas 11, elle n'aura pas 10, elle n'aura probablement pas 9 non plus, on est plutôt pour l'instant sur du 6, 7, 8. D'accord? Tout d'abord, donc j'attaque la lecture de l'annonce de plan. Merci Lucky Mimi, toujours sympa de me dire des choses gentilles comme ça. Donc je regarde simplement dans le chat comment s'il y a des questions. Il y a plein de questions. Alors, j'essaierai d'y répondre un peu plus tard parce que j'avance sur l'introduction. Je voudrais au moins finir l'introduction et la laisser derrière moi. L'annonce de plan maintenant. Tout d'abord, la perception des événements et actualités diffère selon les individus, créant ainsi une mémoire collective composée d'une mosaïque de mémoires individuelles. Tout d'abord, alors j'aime bien parce que j'ai le tout d'abord, hein, et je comprends avec le ensuite qui est là que c'est la deuxième partie. Cette mémoire collective est ensuite soumise aux effets du temps qui passe et qui laisse derrière lui ce qu'on appelle l'histoire. Ok, donc plan en deux parties. Au passage, très bien, hein, deux parties, on est bien. Faire trois parties, c'est un choix qui est possible, mais qui est ambitieux, parce que vous allez devoir tenir sur la longueur et vous allez devoir présenter un développement équilibré. On n'en a pas parlé, mais j'aurais dû. Hein, un des critères extérieurs qui se voit dès le début, c'est l'équilibre de vos parties. Et là, je vois que j'ai un devoir qui est relativement équilibré, même si quand même, on sent que Marie s'est lâchée sur la première sous-partie
de la première partie et que sa deuxième partie est quand même plus légère que la première, ce qui témoigne d'un léger manque de maîtrise. En fait, c'est aussi son intro qui est très longue, mais déjà quand on aura sacrifié l'accroche, ça sera plus synthétique. Donc j'ai un plan en deux parties et ça c'est très bien, c'est sans problème. Tout d'abord, ensuite, c'est des connecteurs qui sont pas tant logiques que chronologiques, d'accord? Tout d'abord, ensuite, c'est pas tant, je le redis, des connecteurs logiques que des connecteurs chronologique. Et donc, ici, j'ai probablement une piste d'amélioration aussi pour Marie, qui consiste à essayer de relier logiquement ces deux intitulés l'un à l'autre, plus que simplement par du tout d'abord, ensuite, qui est un peu plat et qui ne permet pas forcément de comprendre le lien logique entre les deux parties. L'autre commentaire que je peux faire tout de suite sur ce plan, ou sur cette annonce de plan en tout cas, c'est que c'est bien d'avoir fait, j'ai deux phrases, donc je comprends clairement que la première c'est la première partie, la deuxième phrase c'est la deuxième partie. Il y a une des deux phrases qui me paraît bien meilleure que l'autre, d'accord? C'est la deuxième. C'est la deuxième et je vais vous dire pourquoi, parce que dans la deuxième, ce que j'aime beaucoup, c'est la présence, pour commencer, de mes deux mots-clés, d'accord? J'ai ici la mémoire. Cette mémoire collective est ensuite soumise aux effets du temps et du temps qui passe et qui laisse derrière lui ce qu'on appelle l'histoire. Donc j'ai les deux mots-clés et donc nécessairement, j'ai dans cette deuxième partie une tentative de caractériser le lien qui unit la mémoire et l'histoire, puisque lorsque je suis le parcours de la phrase, ce parcours met en relation la mémoire et l'histoire. Et donc là, je sais que je suis dans le sujet. Alors que si je regarde la première phrase, bien sûr, je retrouve la mémoire, hein, mais j'ai pas l'histoire. J'ai pas le deuxième pôle du sujet. Donc je n'ai pas, en fait, dans cette première partie, une partie qui répond au sujet, qui vous demande de caractériser la relation entre mémoire et histoire. J'ai une partie qui est potentiellement hors sujet. Et en fait, c'est le grand défaut des candidats sur cette session de CRPE 2017, mais c'est un défaut hyper classique. C'est le défaut qui consiste à juxtaposer une réflexion sur la mémoire seulement, et puis ensuite faire arriver l'histoire, par exemple. En tout cas, le défaut qui consiste à séparer ces deux notions, alors qu'on vous demande justement de les conjuguer en permanence et d'examiner leurs relations. En fait, le vrai thème du sujet, c'est le contenu de ce « et » qui se trouve entre mémoire et histoire, et qui peut prendre plein de valeurs, parce que vous le savez, la conjonction de coordination « et », elle peut prendre plein de valeurs sémantiques. Et en l'occurrence, il y a des relations d'opposition, de complémentarité, de succession peut-être. Et j'ai ici d'ailleurs dans la deuxième partie l'expression d'une succession entre la mémoire et l'histoire. L'histoire succède à la mémoire. Cette mémoire collective est ensuite soumise aux effets du temps qui passe et qui laisse derrière lui ce qu'on appelle l'histoire. Je comprends qu'il y a une relation de succession entre la mémoire d'abord et l'histoire ensuite qui arrive lorsque la mémoire s'est effacée avec le temps qui passe. Et donc là, j'ai une deuxième partie qui me convient très bien. La première me convient d'autant moins, j'ai déjà donné une raison pour laquelle j'aime pas beaucoup cette première partie que je vois là. La deuxième raison, c'est que la phrase est un peu trop complexe, d'accord? L'idéal pour une annonce de plan, et l'idéal de manière générale, c'est de tendre vers la simplicité, d'accord? Vous connaissez, je ne vais pas vous refaire le coup de boileau, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, etc. Mais c'est vrai quand même, et c'est très important quand on est correcteur, on essaye de comprendre ce qu'on lit, et donc on apprécie un discours qui est clair et simple. Et chaque partie, ça je vous donne un conseil qui est très important, chaque partie vous devez être capable de la résumer sous la forme d'une phrase simple. L'idéal c'est sujet, verbe, complément, quoi. On n'a pas besoin d'en faire des tartines. La mémoire et l'histoire, comment je peux articuler ces deux termes? Je l'ai dit tout à l'heure, l'histoire succède à la mémoire, par exemple. Alors on va pouvoir affiner, on va pouvoir sophistiquer un peu, on va pouvoir ajouter peut-être quelques mots, mais l'histoire succède à la mémoire, ça a beaucoup de valeur, ça. Parce que c'est simple, c'est clair, et c'est l'expression d'une certaine relation entre la mémoire et l'histoire. En revanche, quand je lis tout d'abord la perception des événements et actualités diffère selon les individus, créant ainsi une mémoire collective composée d'une mosaïque de mémoire individuelle, c'est un peu long, un peu complexe, et surtout il me manque le deuxième pôle du sujet.
voilà pour cette première intro. On peut regarder, si vous voulez, un petit peu les autres, mais je vois qu'il est 21h23, je suis long. Dites-moi si vous voulez que je continue, hein. Moi, je peux continuer toute la nuit, mais pas vous, je pense. Donc, je vais quand même regarder, jeter un œil aux autres introductions, parce qu'on n'a toujours pas attaqué le développement, et on peut regarder, on va quand même regarder le développement, mais on peut jeter un œil aux autres introductions, par exemple celle d'Hélène, qu'on voit ici. On dit que pour savoir où l'on va, il faut se souvenir d'où l'on vient. La connaissance de notre propre histoire, la mémoire de ce que l'on a vécu seraient donc les racines de la construction de notre destin, les bases de notre histoire personnelle. À l'échelle individuelle ou collective, ce souvenir permettrait donc d'avancer. Voici une longue amorce, une longue accroche qui est peut-être plutôt meilleure, je trouve, que la précédente, mais que je sacrifierais quand même sans scrupule si j'étais Hélène, pour gagner du temps et pour me concentrer sur ce qui est vraiment important dans l'intro, à savoir la présentation du corpus, la présentation de la problématique et la présentation du plan. Alors, une fois qu'on a fini cette grande amorce, qu'est-ce qu'on lit? Les textes, avec une absence d'alinéa qui me chagrine. Les textes présentés ici interrogent ce lien ténu entre mémoire et histoire. Ben voilà, commençons directement par là. Ce corpus de textes récents, voire contemporains, là c'est intéressant parce que on essaye de, il y a effectivement un corpus de textes modernes et contemporains, donc on peut tout à fait le signaler, pousse à se demander, et c'est un effort justement de mise en scène de la cohérence du corpus, et c'est ça qui est important dans la présentation du corpus aussi. Pousse à se demander ce qui relie histoire et mémoire. Ok, en effet, mais je vois que tu passes ici, Hélène, directement à l'exposé de la problématique. Quelles sont les différences entre elles et surtout en quoi se façonnent-elles mutuellement? Alors, on va parler de cette problématique parce qu'il y a un effort de problématisation qui est ici plus important que sur la copie précédente. Par contre, il y a quelque chose qui est plutôt moins bien fait que sur la copie précédente, c'est la présentation du corpus, puisque vous voyez qu'ici, il n'y a pas de présentation de corpus dans cette intro, et j'aurais préféré, encore une fois, que à la place du bavardage que Hélène s'est autorisée en début de copie, elle me propose plutôt une mise en scène plus détaillée du corpus, plus détaillée que ce qu'elle dit, qui est très léger. Et ici, je sais que c'est l'annonce de plan qui arrive, à mon avis. Elle a l'air assez longue, ça sent la copie en 3 parties. Alors, juste sur la problématique, un mot sur la problématique d'Hélène. Quelles sont les différences entre mémoire et histoire, et surtout, en quoi se façonnent-elles mutuellement? Je trouve qu'il y a un vrai effort ici de réflexion. Déjà, on comprend que tu as compris, Hélène, et je t'en félicite, que le sujet porte vraiment sur la relation entre mémoire et histoire. Donc, parler de différence, entre elles, c'est effectivement caractériser leur relation, comment elles se distinguent l'une par rapport à l'autre. Parler de deux entités qui se façonnent mutuellement, ça c'est intéressant aussi, c'est une façon de qualifier leur relation de façon encore plus fine et plus nuancée que la question des différences. Pour moi, le défaut de cette problématique, c'est que c'est une problématique qui est double. D'accord? Et la problématique parfaite, mais il n'y en a pas, hein, je vous le rassure tout de suite, c'est la problématique parfaite, elle est impossible. Mais la problématique parfaite vers laquelle il faut tendre, elle est si possible, cohérente. Elle ne pose qu'une seule question. Elle évite d'hésiter entre deux problèmes. On pose un problème et ensuite, on va essayer de le résoudre étape par étape dans les parties du plan. Donc, moi, s'il fallait choisir entre ces deux problématiques entre lesquelles Hélène a hésité et a tellement hésité que finalement elle a balancé les deux, ce serait la deuxième. C'est la deuxième qui me paraît le plus riche, et si j'avais eu comme problématique en quoi la mémoire et l'histoire se façonnent-elles mutuellement, par exemple, eh bien, je pense que ce serait une bonne problématique. Elle me paraît comme ça porteuse. Je vois bien le plan qu'on peut faire derrière, puisque quand on dit elles se façonnent mutuellement, en quoi se façonnent-elles mutuellement? Ça veut dire la mémoire façonne l'histoire, mais réciproquement, l'histoire façonne la mémoire.
bah, ça c'est déjà une analyse qui est vachement intéressante. Vachement intéressante. Donc je te félicite Hélène, et je vois que certains d'entre vous me réclament un corrigé. Je préfère vous montrer, plutôt que de vous balancer un corrigé, je préfère vous montrer ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de très bien dans les productions de certains d'entre vous. Et là, je trouve qu'on a de quoi faire, on aurait de quoi faire une analyse super solide, juste sur cette deuxième partie de la problématique, en quoi la mémoire et l'histoire se façonnent-elles mutuellement, ce qui débouche naturellement sur un plan en deux parties. La mémoire façonne l'histoire façonne la mémoire. Il faudra juste se demander dans quel sens on la joue. Est-ce qu'on commence par dire que la mémoire façonne l'histoire pour passer à la relation réciproque dans un deuxième temps, ou est-ce qu'on le fait en sens contraire? Ça, on pourra y réfléchir. OK? Est-ce que vous voulez qu'on regarde, une autre intro? Oui, Fanny et Ludivine et Lola ont l'air de dire qu'on continue, donc on continue un petit peu. On continue un petit peu avec cette copie. Alors, à quoi ressemble cette intro? L'année 2018, déjà, je remarque quand même que j'ai un problème ici de mise en page, un léger problème de mise en page avec le problème des alinéas, mais je crois qu'on en a déjà parlé. L'année 2018 sera l'occasion en France de célébrer le centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918 qui mettait fin à la Première Guerre mondiale. Avec la mort du dernier des poilus, survivant de cette guerre, se pose désormais la question de la mémoire face à un tel événement dont tous les protagonistes français sont désormais décédés. Bon, en soi, j'ai rien contre hein, ce genre d'amorce. Là encore, comprenez-moi, c'est un détail. Vous ne serez pas pénalisé pour ça, mais c'est de la perte de temps. Hein. À nouveau, je le dis, c'est de la perte de temps. On pourrait s'en passer. En plus, il n'y a pas encore l'histoire. Donc, vous parlez que de la moitié du sujet ici, et tout le temps passé à faire cette accroche aurait pu être passé à retravailler la problématique ou l'intitulé de vos parties. Tiens, je m'aperçois au passage que je n'ai pas commenté l'annonce de plan de notre amie Hélène, mais je vous le dis simplement, vous voyez, pour commencer, nous montrerons première partie, nous mettrons ensuite en exergue deuxième partie, et pour terminer en démontrant que troisième partie, un plan donc qui est ambitieux, une ambition qui est à peu près tenue, si j'en juge, par l'équilibre des parties, mais c'est des parties qui vont être elles-mêmes un peu monolithiques, d'accord? J'ai pas de décomposition d'une partie en sous-parties, et c'est souvent le cas avec les plans en trois parties au CRPE, et avec une problématique qui n'aurait pas hésité entre deux problématiques et qui aurait choisi franchement le deuxième problème, celui de comment la mémoire et l'histoire se façonnent mutuellement, et avec un plan plus simple, comme celui que je vous ai proposé, la mémoire façonne l'histoire façonne la mémoire dans un sens ou dans l'autre, ça aurait été à mon avis une analyse de meilleure qualité pour Hélène. Donc alors comment s'en sort notre ami Vincent sur la présentation du corpus? J'ai déjà souligné ici qu'il avait fait quelque chose de bien sur Pierre Nora, et du coup c'est pas mal. Ah non, il y a une horreur. Ah non, il y a une horreur. Dites-moi hein, dans le chat si vous voyez des horreurs. On va voir si vous êtes vraiment dans la peau du correcteur de français du CRPE. Parce que si vous êtes dans la peau du correcteur de français, il y a quelque chose qui vous déplaît beaucoup. Tout d'abord, un extrait du discours de Patrick Modiano, daté du 7 décembre 2014, dans lequel l'écrivain présente sa conception du rôle d'un romancier. Oui, sa conception d'un rôle du romancier, mais non, en fait, il manque la mémoire. C'est pas ça hein, qui doit vous choquer. Là, je reviens sur un conseil de méthodo, mais c'est dommage parce que là, j'ai pas la conception du rôle d'un romancier, ça je m'en fiche. Ce que je veux savoir, c'est la position par rapport à la mémoire et si possible, et à l'histoire, d'accord? Ensuite, un extrait de Voyage au bout de la nuit. Bon, ça aurait été plus élégant de mettre du voyage au bout de la nuit. Ça aurait été plus correct aussi de ne pas mettre ici de guillemets, puisque je vous rappelle que le titre d'un ouvrage, il se souligne, donc on n'inflige pas à la fois les guillemets et le soulignement, c'est l'un ou l'autre, mais c'est pas ça qui me choque, c'est ce qu'il y a ensuite de Louis Ferdinand, dans lequel les deux personnages échangent sur le patriotisme. C'est ça qui est une horreur, aïe aïe aïe, Louis Ferdinand, mais c'est pas, c'est pas ton pote, c'est Louis Ferdinand Céline, d'accord? Et Céline, c'est pas un troisième prénom ou je sais pas quoi, Céline, c'est
c'est son nom. Et là, oui, hein, Alexandra, Julie l'ont bien repéré. Je vois que vous êtes dans la peau du correcteur. Et du coup, ça fait mauvais effet parce qu'on se dit, il n'a jamais entendu parler de Céline. Alors que Céline, c'est un écrivain majeur du XXe siècle. C'est l'auteur du Voyage au bout de la nuit, qui est son roman le plus célèbre, mais il y en a d'autres. Il y a Mort à crédit. Il y a des pamphlets antisémites dont on parle beaucoup en ce moment parce qu'il y a eu toute une affaire avec Gallimard qui voulait les republier pour la première fois. Donc ceux qui suivent un peu l'actualité littéraire ont peut-être entendu parler de ça. En tout cas, ça, c'est pas terrible. Et alors, pour ce qui suit, si l'histoire est une représentation unique et précise d'un fait et la mémoire une représentation cette fois-ci plurielle et subjective, on voit bien que leur relation, voire leur articulation, peut être problématique. Ici, c'est une tentative de construire une problématique. Je n'ai pas de forme interrogative à proprement parler, mais après, je ne suis pas un maniaque de l'interrogation directe, même si je trouve ça quand même une façon pratique pour poser un problème. Si l'histoire est une représentation unique et précise d'un fait et la mémoire une représentation cette fois-ci plurielle et subjective, leur articulation peut être problématique. C'est pas mal, il y a un effort de construction d'un problème intellectuel. Or, sans histoire, il n'y aurait pas de mémoire et l'inverse vaut tout autant. Ainsi, nous analyserons comment les auteurs perçoivent le rôle de l'histoire et de la mémoire, ainsi que leurs apports conjoints indissociables à une approche historique complète. Vous voyez qu'un des inconvénients aussi de ne pas mettre une interrogation directe pour la problématique, c'est qu'on ne sait pas très bien, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je suis un peu perdu, et je ne sais pas très bien où commence la première partie, où commence la deuxième partie, où s'arrête la problématique et où commence l'annonce du plan. Et donc, j'aurais préféré une problématique plus nettement exprimée sous la forme d'une question, plutôt que cette succession d'un raisonnement assez long, assez complexe, qui m'empêche de comprendre du premier coup le fonctionnement logique et argumentatif de ce devoir. Alors on va lire, on va parcourir, on va pas faire une lecture intégrale. Vous voyez qu'il y a eu beaucoup de choses à dire déjà sur l'intro, hein, je suis désolé. Je vous salue dans le chat et je vous remercie d'être toujours avec moi à cette heure qui se fait de plus en plus tardive. Je vais quand même continuer un peu pour ceux qui veulent, mais je libère évidemment ceux qui doivent partir puisque ça fait un peu plus d'une heure qu'on est ensemble. Je vous dis juste un mot quand même de pub pour Objectif CRPE parce que Margot et Zineb et Anthony et Nafat m'en voudraient de ne pas vous faire passer le message qu'il est toujours possible de nous rejoindre et que la préparation de dernière ligne droite aux épreuves écrites se lance dès demain chez Objectif CRPE. Donc si vous voulez bénéficier des corrections en vidéo sur 2 de vos 3 concours blancs, si vous voulez revoir aussi les cours de méthode, etc., il n'est pas trop tard pour nous rejoindre. Et puis si vous êtes candidat pour le concours 2019, alors là évidemment tout va bien, vous avez tout le temps du monde pour attaquer votre préparation, mais on vous propose de commencer dès maintenant avec la préparation approfondie au concours. Et pour s'inscrire, c'est tout simple. C'est sur le site Objectif CRPE. C'est au téléphone, si vous voulez, avec les charmants représentants de notre équipe. Et vous n'hésiterez pas, s'il vous plaît, à prendre rendez-vous avec eux si vous voulez en savoir plus sur nos préparations. Je pense que vous avez dans le chat un lien qui vous permettra de prendre un rendez-vous individuel. Bon, il y a beaucoup de choses. Je vois que Ludivine, par exemple, a dit « Pas besoin d'en faire des tartines, ça me plaît ». Oui, Ludivine, je te le confirme. Le but, c'est pas de faire de la quantité, c'est de faire de la qualité. Et donc, vous ne serez pas payé au kilo, vous ne serez pas payé au nombre de pages. Il vaut mieux produire une copie qui est dense et où chaque phrase apporte quelque chose, où chaque mot a un vrai sens et qui est correctement rédigé et qui respecte les lois sacro-saintes de la langue française, qu'une copie fleuve qui est complaisante, avec du bavardage, avec des répétitions, avec des erreurs d'orthographe bien souvent. Donc ça, c'est très important. Allez,
On continue un petit peu pour les plus vaillants d'entre vous, mais c'est bien, il faut rien lâcher. Hein, j'en profite pour vous dire, parce qu'on est dans le creux de l'hiver, c'est difficile pour beaucoup d'entre vous, je le sais, et c'est difficile pour moi aussi d'ailleurs, parce que je suis crevé, etc. Mais c'est le moment de pas craquer, c'est le moment de se reposer. Je vous encourage, si vous êtes crevé comme moi je connais mon programme du week-end par exemple, et je vais interdire à mes enfants de venir me réveiller avant 9 ou 10 heures du matin dès samedi pour pouvoir récupérer. C'est important. Soignez votre forme physique, soignez le moral, la concentration. C'est vraiment pas le moment de flancher. Maintenant, il faut exécuter. On est dans les dernières semaines avant le concours et vous êtes encore bien, vous avez le temps de vous préparer. Donc, essayez d'être très concentré et de ne pas perdre de vue l'objectif final de la préparation, qui n'est pas d'ailleurs l'épreuve écrite de français. Je le rappelle, l'objectif final, c'est pas l'analyse, c'est pas non plus l'épreuve écrite de français. L'objectif final, c'est la réussite du CRPE. Et la réussite du CRPE, l'épreuve de français, c'est 40 points. Donc, il faut évidemment penser large, il faut évidemment travailler régulièrement dans toutes les matières, y compris les épreuves orales. Il faut évidemment ne pas oublier la préparation de votre dossier si elle n'est pas encore bien lancée, parce que cette épreuve, elle ne s'improvise pas, l'épreuve orale numéro 1 de mise en situation professionnelle, et ce serait dommage de ne pas avoir des fondements solides pour votre dossier. Donc c'est pour ça d'ailleurs je dis, hein, pour la préparation de dernière ligne droite, il est possible encore aussi de rejoindre le tutorat et de bénéficier d'un accompagnement sur la rédaction de votre dossier. En tout cas, restez concentrés, s'il vous plaît, dans cette dernière ligne droite, sans pour autant être obsédé et vous désagréger dans un travail excessif. Allez, on regarde le développement. Alors, ce que j'aime bien chez Marie, hein, non, je ne vais pas le mettre en rouge parce que je trouve ça au contraire très bien comme pratique, et donc je vous encourage à faire la même chose. C'est la technique du paragraphe introductif que je vais trouver ici et là, qui me pose, j'imagine, hein, l'idée directrice de la grande partie, que j'avais déjà dans le plan, mais ça va faire du bien de la relire. Les individus vivent différemment les événements selon leur proximité émotionnelle ou géographique avec ceux-ci, leur état d'esprit, point de suspension. Bon, j'ai effectivement l'idée directrice de la grande partie, mais là, il y a quelque chose qui ne me va pas du tout. Gros warning, il me manque toujours deux choses essentielles, qui sont les deux mots-clés. Les deux termes clés du sujet ne sont pas des mots tabous, je ne sais pas comment il faut vous le dire. Il faut comprendre que le sujet porte sur la relation entre mémoire et histoire. Donc si, dans votre phrase introductive de première partie, dans l'idée directrice de la première partie, vous n'avez pas ces deux mots, mémoire et histoire, vous avez un problème. Vous avez un problème. Vous êtes en train de noyer le poisson et vous n'êtes pas en train de traiter le sujet. En tout cas, retenez bien, s'il vous plaît, ce conseil. Si vous tombez sur un sujet binaire, vous examinerez les relations entre machin et bidule. Je veux du machin et je veux du bidule le plus souvent possible sous votre plume. Il faudrait pratiquement, j'exagère un peu, mais il faudrait pratiquement que toutes les phrases de votre analyse contiennent au moins un des deux mots, et que le plus souvent possible, on ait les deux mots dans la même phrase, parce que c'est là qu'on sera sûr que vous êtes vraiment en train, effectivement, de donner du sens et du contenu à ce « et », à cette simple copule qui met en relation la mémoire et l'histoire sans qualifier le contenu de cette relation. Est-ce que c'est de l'opposition? Est-ce que c'est de la complémentarité? Est-ce que c'est de la succession dans le temps? On a parlé de ça, de succession dans le temps. Est-ce que l'une se transforme en l'autre? Autre façon de caractériser la relation. Bon, je vous donne quelques pistes comme ça, mais il faut donner du contenu à cette relation, et donc il faut exprimer en permanence des phrases dans lesquelles on retrouve les deux termes clés du sujet. Ainsi, Patrick Modiano. Alors ça, j'aime pas beaucoup, et je vous conseille de... pour moi, c'est pas une très bonne façon de commencer une première sous-partie, parce que l'attaque par l'auteur, c'est parfois se priver d'une nouvelle occasion d'expliquer votre projet argumentatif au lecteur, en lui donnant, là encore, l'idée directrice de la sous-partie. L'idée directrice de la sous-partie, ça ne peut pas être Patrick Modiano, parce que Patrick Modiano, il va venir au service d'une idée que
je trouve peut-être à la fin en fait. On voit que toutes ces perceptions diffèrent selon les individus, ce qui fait que leurs mémoires ne sont pas les mêmes. Elle est là, mon idée directrice. Elle est là, et d'ailleurs ça me va bien, hein, je ne suis pas un maniaque de l'idée directrice en phrase 1, mais c'est quand même une technique qui est éprouvée et qui fonctionne bien pour donner au correcteur le mode d'emploi de votre plan. Et donc si vous avez une belle partie 1 composée comme ça en sous-partie, essayez quand même d'être clair. Au passage, on voit que toutes ces perceptions diffèrent selon les individus, ce qui fait que leurs mémoires ne sont pas les mêmes. Je ne comprends pas très bien la différence entre l'idée directrice de la première sous-partie que je vois là et l'idée directrice de la première grande partie que je vois là. Donc normalement, si vous faites 2 sous-parties, c'est pour envisager successivement 2 aspects de l'idée directrice générale. Et là, la différence n'est pas bien claire entre l'idée directrice du grand 1 et l'idée directrice du grand A. D'accord ? Ce que j'aime bien dans cette phrase 1 par contre, ça je le souligne parce que c'est plutôt bien fait dans cette phrase de Marie. Ainsi Patrick Modiano, marqué par son enfance vécue lors de l'après-guerre, se sent comme un gardien de la mémoire. C'est bien fait parce que c'est une citation, comme vous le voyez, et on peut parler 2 minutes de technique citationnelle. Ça, c'est bien fait ici. Marie a très bien joué parce qu'elle a sélectionné dans le texte de Modiano une expression qui est courte, qui est synthétique et qui est très riche par rapport au sujet, puisque j'ai bien l'un de mes 2 mots-clés, et ça, en général, c'est un bon critère, d'accord ? C'est-à-dire que une bonne citation, c'est souvent une citation qui est directement reliée au sujet. Donc, lorsque vous voyez dans votre lecture des textes apparaître les mots mêmes du sujet, ça, c'est des expressions, c'est des phrases qu'il faut surligner, qu'il faut bien regarder, parce qu'elles sont plus importantes que les autres, puisque c'est relativement au sujet que vous devez lire les textes. Ce que j'aime bien aussi dans la technique citationnelle de Marie, c'est, bon, les guillemets là, ils sont pas très lisibles, hein. Faites-moi des beaux guillemets à la française plutôt que des petits guillemets comme ça à l'anglo-saxonne. Mais la citation est intégrée dans la rédaction, d'accord ? Ainsi Patrick Modiano, virgule, marqué par son enfance vécue lors de l'après-guerre. Tiens, au passage, il y a quelque chose qui vous choque. Vous êtes en train de vous raidir quelque peu, je le sens, parce que vous êtes tellement dans la peau du correcteur que là, vous vous raidissez avec moi en voyant un problème Ah, une question de Aurélie, y aura-t-il un live sur la correction d'une copie de maths? Écoute, Aurélie, il faut le demander gentiment à Louis, comme nous sommes nous-mêmes d'ailleurs en train de le faire, mais vous savez que Louis est très, très occupé, mais j'espère bien qu'on va pouvoir le faire. On vous réserve bien des surprises, d'autant que la copie de Marie en maths, je peux vous dire qu'elle vaut son pesant de cacahuètes. C'est une magnifique copie, et je vous révèle en avant-première d'ailleurs le score qu'a obtenu Marie en mathématiques, 39. Donc une copie notée 39, c'est intéressant, et on va essayer de faire quelque chose. Donc tenez-vous bien au courant, parce que il y aura plein de surprises, et notamment j'aimerais beaucoup que Louis puisse vous expliquer comment on obtient 39 sur 40 en mathématiques avec la copie de Marie à l'appui. Et j'en profite pour te saluer Marie, parce que je sais que tu vas regarder ce live, et te dire que c'est super d'avoir eu 39 sur 40 en maths, et que c'est super sympa aussi de nous avoir donné tes copies pour qu'on puisse les regarder. Bon, on pourrait continuer toute la nuit, on va pas le faire parce que je suis déjà en train de dépasser beaucoup, mais qu'est-ce que vous en dites au final de cette copie de Marie? On a regardé juste l'analyse, vous pourrez regarder évidemment par rapport au corrigé de la deuxième partie que vous pouvez télécharger si ce qu'a fait Marie est correct. Vous voyez qu'en grammaire, hein, on a
assez peu de rédaction et assez peu de justification. En même temps, j'ai des classements qui ont l'air tout à fait clairs et ça peut suffire pour prendre les points. Les justifications de l'accord du participe passé pourraient être plus développées, ça c'est clair. L'analyse stylistique est d'un format correct en revanche. La note, demande Anne-Gaëlle. Ah, pardon, oh là là, j'étais pas en train d'afficher ce que je commentais. Bon, pardon, c'est un oubli. La note, demande Anne-Gaëlle. D'abord, et quand même un petit préambule pour vous dire que là, moi, je ne pourrais pas donner de note à Marie, non seulement parce qu'on n'a pas encore lu la grammaire ni la dida, mais parce qu'une note, on la détermine toujours par rapport à d'autres copies. Hein. J'ai vu quelques minutes du très bon live de Patrick. Je crois que c'est un des tout derniers lives de Patrick Grenassia en connaissance du système éducatif. Vous avez parlé de l'évaluation. Et j'ai vu quelque chose qui m'a passionné. Il y a une science de l'évaluation. D'ailleurs, peut-être que certains d'entre nos élèves peuvent dire dans le chat comment s'appelle cette science qui étudie l'évaluation et la notation. Mais il expliquait très bien qu'une copie, on la note aussi par rapport à la copie qui précède, par rapport à la copie qui succède. Non, ça c'est pas possible, mais par rapport à l'ensemble des copies qui précèdent en fait. Et donc évidemment, selon que vous êtes en début de paquet, en fin de paquet, vous n'aurez pas forcément exactement la même note. Selon que vous succédez à une très bonne copie ou à une très mauvaise copie, vous n'aurez pas forcément la même note. Mais c'est pour ça que l'aléa du concours est ici corrigé et cet aléa psychologique est corrigé par le fait que vous ayez un binôme de correcteurs et qu'ils peuvent harmoniser, se parler, débattre, etc. Donc, la note qu'a eu Marie, deuxième petite précaution avant de vous dire la note qu'a eu Marie, je vais vous le dire, rassurez-vous, mais la deuxième petite précaution, c'est de vous dire que Marie, elle a passé, comme je l'ai dit, je crois, le concours dans l'Académie de Rennes. Et l'Académie de Rennes, c'est l'une des plus difficile et c'est l'une des plus sélectives puisque de mémoire je crois qu'on est autour de 20% d'admission sur l'Académie de Rennes. Donc évidemment avoir une certaine note dans l'Académie de Rennes c'est pas la même chose que de l'avoir dans l'Académie de Créteil ou de Versailles par exemple parce que les barres d'admissibilité ne seront pas au même niveau. Ces précautions étant prises, je vous donne le résultat de Marie qui a eu, alors que je dise pas de bêtises parce que j'ai tout noté ici, Marie, elle a eu 26. Elle a eu 26 sur 40. Moi, ce que je pense, c'est que sur ces 26 points, donc 26 sur 40, c'est plutôt bien, hein, c'est plutôt une bonne copie, c'est une assez bonne copie, on va dire, puisqu'elle est dans les 40% des copies les mieux notées. Hein, sur cette session dans l'Académie de Rennes, on sait qu'on a à peu près 40% des candidats qui ont eu un score supérieur à 25 sur 40, donc elle est dans les meilleurs 40%. Elle est au-dessus de la moyenne, puisque la moyenne est quelque part autour de 23 cette année-là, en 2017, sur l'Académie de Rennes, je crois, là encore de mémoire. Mais donc elle va plutôt gagner quelques points avec cette épreuve de français, quelques points sur la moyenne. Mais c'est surtout sur les maths, clairement, que Marie a été admissible au CRPE l'année dernière. Maintenant, je crois, Marie, tu me corriges si je me trompe, mais je crois, j'ai eu des nouvelles de toi, Parenteau, tout à l'heure, qui t'a eu, je crois, au téléphone. Je crois que tu as trébuché sur l'oral et que, Marie, donc, tu n'as pas, pour l'instant, décroché le précieux sésame. Et c'est peut-être pas mal, d'ailleurs, de finir là-dessus, parce que, évidemment, moi, je suis prof de français, donc je suis tout plein de mon sujet, mais je ne perds jamais une occasion de vous redire que d'être admissible, c'est bien, admis, beaucoup mieux. Beaucoup mieux, et que par conséquent, il faut avoir en tête le fait que le gros des points au CRPE se joue sur l'oral et qu'il ne faut pas perdre de vue cet objectif complémentaire qui est la réussite de l'oral. Voilà mes chers amis, je suis très heureux d'avoir passé ce moment en votre compagnie. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce live parce que si on voit que vous avez beaucoup aimé, on essaiera de vous en refaire de plus en plus. Mais donc vous pouvez, pour nous donner votre avis, cliquer sur le lien qui doit vous être communiqué dans le chat et peut-être dans la description de cet événement.
Je salue tout le monde. Salut Marion, salut Laetitia, Jen, Caro, Carole, Fanny, Julie, Anna et les autres. C'était un grand plaisir de passer ce live en votre compagnie. Et on se reverra. N'hésitez pas à faire le sujet, comme je disais, sur monstruosité et humanité. Au moins la partie analyse, en 2 fois 1 heure par exemple, 1 heure au brouillon, 1 heure de rédaction. Si vous pouvez faire en moins de temps, c'est mieux, d'accord? 1h45 sur l'analyse, par exemple, c'est beaucoup mieux que 2 heures. Ça va vous laisser plus de temps pour aller au fond des choses sur la DIDA. Donc, si possible, 1h45, sinon 2 heures, mais maximum 2 heures. Et comme d'habitude, on est intransigeant. Au bout d'1 heure sur le brouillon, on passe au propre. On prend son beau stylo, son plus beau stylo, plume si vous voulez vraiment me faire plaisir, et on attaque la rédaction au propre pour ne pas tomber dans le piège du candidat qui se noie dans l'analyse au brouillon. Merci à tous pour votre participation, pour votre bonne humeur, pour votre gentillesse, et je vous dis à très bientôt sur Objectif CRPE.